J'ai rencontré Josué lors d'une formation avec le réseau Transition. À quoi vont ressembler nos villes, nos villages quand il n'y aura plus de pétrole? Comment sera la vie? Est-ce qu'on aura encore assez à manger? Est-ce qu'on saura encore se déplacer? Josué a créé Hâte en Transition en 2010 et il en a fait son métier. Vous découvrirez son univers et surtout sa détermination. Et je l'espère, vous y trouverez une lueur d'espoir qui vous incitera à être le changement. Bonjour Josué, merci d'être présent pour cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Josué Dussoulier, j'habite un petit village dans la commune de Hâte. Je suis papa j'ai 3 enfants qui sont les miens et je m'occupe d'un 4e qui est celui de ma compagne aussi. Je suis impliqué dans le mouvement de la transition depuis 2010. J'ai une formation plutôt dans le secteur de la psychologie et de la pédagogie, au niveau de formation scolaire, je veux dire. Et puis sinon, à côté de ça, je me suis beaucoup formé à la permaculture, à tout ce qui est intelligence collective, gouvernance partagée, et tout ce qui est lié à la transition, évidemment, à une transition vers un mode de vie compatible avec une vie chouette sur notre planète à l'avenir, m'intéresse beaucoup depuis de nombreuses années. Et quand est-ce qu'a commencé ta prise de conscience qu'il fallait changer? Quand a commencé ma prise de conscience? Je pense que j'ai toujours eu conscience que les choses tournaient pas rond, même quand j'étais jeune, avant d'avoir 12 ans, quoi. Il y avait quelque chose où je sentais quelque chose qui ne me convenait pas, mais sans pouvoir à ce moment-là comprendre tous les éléments. Donc j'avais envie d'un monde plus juste pour tout le monde sur la planète, les inégalités nord-sud, la pauvreté, tout ça, c'est des choses qui me convenaient pas et par rapport auxquelles j'avais envie de pouvoir faire quelque chose. Maintenant, ma conscience par rapport aux problèmes plus écologiques, conscience réelle, hein, parce qu'au début, c'était aussi commencer à trier les déchets ou des choses comme ça. Quand je suis parti à la maison, chez mes parents, on faisait un peu attention à ce genre de choses-là. Maintenant, il y a une quinzaine d'années, peut-être quand j'ai eu les enfants, peut-être, je sais pas mettre un moment précis, où j'ai commencé à regarder d'abord des reportages télévisés concernant tout ça, et puis petit à petit en apprendre un peu plus, quoi, jusqu'au moment où lire des livres aussi. Et ça, on va dire que quand même en 2008-2009 sont les moments où j'ai commencé à passer à l'action. C'est-à-dire décider à un moment donné de ne plus aller au supermarché, et de faire les courses que dans des commerces locaux, d'essayer de produire un peu par moi-même, d'aller directement chez les producteurs. Ça, c'est environ 2008. Donc sans doute qu'on peut dire que 2-3 ans avant, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Plus par des lectures et des reportages. Ouais. Je me souviens d'un moment clé qui a été quand il y a eu ce film de Yann Arthus Bertrand, Home, qui était passé un peu partout dans le monde en même temps. Et je sais que juste après, là, il y a eu un déclic avec ce reportage-là pour moi. Il y avait une émission débat juste après. Et je me souviens qu'après ça, j'avais commencé à prendre des contacts pour essayer de trouver des gens avec qui j'avais envie de faire des choses, quoi. Notamment au niveau de l'alimentation locale. Et puis c'est venu petit à petit, parce que la conscience, elle a continué à grandir. Je veux dire, quand j'ai commencé à m'impliquer dans la transition, j'avais pas conscience des enjeux autant qu'aujourd'hui. Donc j'ai continué à lire, à me documenter. Et puis, comme j'ai des conférences, il fallait que j'ai des choses à dire et que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc je lisais, quoi, pour pouvoir dire des choses sérieuses et correctes aussi sur un plan plus scientifique. Ouais, donc j'ai lisé tout ça et puis j'ai rencontré d'autres gens. Ouais.
Et comment réagit ton entourage quand finalement... Enfin, moi, c'est ce que je vis un peu, d'être comme... pas quelqu'un à part, ou oui, quelqu'un d'alarmiste, ou... Enfin, moi, je dis que je suis réaliste, mais comment réagit ton entourage? Au début... Par rapport à la conscience des enjeux, y en a qui n'ont pas trop envie d'entendre parler de ce genre de choses-là. Mais ça va parce que je suis pas non plus dans une relation à essayer de convaincre ma famille que tout le monde doit faire comme moi. Moi, je ne cache pas ce que je fais, mais je passe pas mon temps à dire aux autres de faire le même. Donc ils savent bien que j'ai un mode de vie, en tout cas certains d'entre eux savent bien que j'ai un mode de vie très différent. Mais en fait, au début, certains ont été surpris, ont eu un peu peur même. Je me rappelle quand j'étais formé en permaculture, c'est en 2011, je suis parti en formation 12 jours en Belgique. Et dans la famille, il y en a qui avaient peur que je sois occupé de rejoindre une secte. Alors qu'aujourd'hui, en 2011, aujourd'hui le mot permaculture, il commence à être quand même assez connu et les gens n'ont plus ce genre de peur-là avec la permaculture. Mais au début, on voyait les dessins de permaculture, etc. C'était des trucs assez beaux artistiquement, mais aussi ça a un certain style. C'est quoi ce truc, quoi? C'était un peu ça la réaction. Mais aujourd'hui, en fait, quand je pense à mes parents, à mes sœurs, dans la famille, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience. C'était pas le cas au début, quand j'ai commencé à m'impliquer, mais quand j'ai commencé à m'impliquer, en fait, le mot transition n'était pas encore utilisé pour ça, quoi. Oui. On parlait pas de transition écologique à ce moment-là, ou très très peu. Ouais. Quand le mouvement de la transition a été créé par Rob Hopkins, le mot transition n'était pas relié à l'écologie. On parlait de développement durable. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'entends plus tellement parler de développement durable. Moi, assez vite, j'ai abandonné ce mot-là parce que, voilà, pour moi, le développement durable, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on a à faire. Et aujourd'hui, c'est le mot transition qui est un peu utilisé par tout le monde, en ne voulant pas toujours dire la même chose derrière, alors qu'à l'époque, c'était le développement durable. Qu'on a quand même progressé, oui. Maintenant, je dirais pas pour autant que tout le monde a compris et sait ce qu'il faut faire. Ouais. Et quand est-ce que tu as créé À Temps Transition? 2010. Première réunion, c'est en septembre 2010. Donc en 2000... Oui, donc 2008-2009, j'ai participé à un groupe, on a créé un groupe d'achat solidaire enfin, moi j'ai rejoint juste après qu'il l'ait créé. Il y a eu un sel, toute une série, puis il y avait différentes activités. À un moment donné, j'ai voulu m'impliquer plus et j'étais voir un peu ce qui existait dans les associations locales. Et il n'y en a aucune où je trouvais quelque chose qui répondait à ce qui me nourrissait moi et ce que j'avais envie de développer. J'avais envie de quelque chose de... Pas uniquement l'alimentation, ou pas uniquement la mobilité, ou pas... Parce que faire de la mobilité en mangeant du supermarché, ou manger local bio en ayant des grosses voitures et en faisant beaucoup de trajets en avion, pour moi ça n'avait pas de sens. Donc je dis pas que tous les gens font ça, mais il y en a quand même qui sont dans une démarche comme ça, où ils voient qu'une partie de la situation. Et voilà, moi ça ne me convenait pas. Moi j'avais besoin de quelque chose de plus systémique, avec une compréhension plus globale des choses. Et le mouvement de la transition proposait ça. Donc quand je l'ai découvert un peu par hasard, en fait, justement en cherchant des infos sur la permaculture en 2009, là, je commençais à lire des trucs là-dessus. Il y a eu un festival de permaculture qui a été organisé en Belgique à Netten à ce moment-là. Et Gré d'Oiseau en transition se créait aussi à ce moment-là. Et donc je suis tombé un peu par hasard sur leur site en lien avec le festival de permaculture à Netten. Et là, tiens, ça a l'air intéressant, puis je lis un peu plus et j'ai dit, ah mais en fait c'est ça que je veux faire. Le côté, une approche globale qui veut en fait transformer tous les domaines de la vie pour créer un autre mode de vie mais plus cohérent avec les limites de la planète et avec le fait qu'on cohabite sur cette planète avec d'autres formes de vie qui pour l'instant n'ont plus beaucoup de place parce que l'homme prend toute la place. Ouais. Donc ça m'a vraiment attiré. Donc, et puis j'étais à ce moment-là encore, je faisais des études en travaillant.
des études en psychologie. Et dans mes études en psycho, évidemment, il y a des cours sur le changement et comment on accompagne le changement. En psycho, ça fait partie de la matière. Et j'observais que les groupes militants qui voulaient essayer de faire changer les choses, souvent étaient assez maladroits à ce niveau-là. C'est-à-dire que parfois, ils avaient plus tendance à renforcer la résistance au changement qu'à favoriser le changement, mais sans s'en rendre compte, avec beaucoup de bonne volonté, mais juste ils ne savaient pas quoi. Et je me posais la question aussi de savoir, tiens, comment est-ce que je pourrais amener un peu plus de perspicacité au niveau de la psychologie pour mieux aider, mieux favoriser le changement dont on a besoin là où on est, quoi. Et le mouvement de la transition, il avait déjà intégré ces choses-là dans sa façon de faire, en tout cas dans les formations, il y avait déjà ça, donc je me suis dit, je vais pas créer un truc nouveau, ça existe déjà, je vais me relier à ça, en plus c'est mondial, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré, mais quand j'ai démarré, il y avait, en Belgique, il y avait Grédoisseau, il y avait Scarbeck en transition, qui venaient juste de démarrer, quand je leur téléphonais, comment il faut faire, ils disaient, on sait pas, on vient de démarrer, on veut bien être en contact et échanger des idées, mais on sait pas si c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Je me dis, ok, alors j'y vais. J'ai contacté des gens et on a lancé Attends Transition. Un peu comme ça, quoi. J'avais suivi aussi un week-end organisé par les Amis de la Terre, qui faisait de l'information sur le mouvement de la transition à ce moment-là. Ils avaient trouvé, en observant que ça se passait dans d'autres pays, ils s'étaient dit, mais en fait, on a besoin de ça en Belgique aussi. Je trouvais c'est super beau. Je trouve qu'un mouvement comme les Amis de la Terre, qui existe aussi depuis plus longtemps, en fait, se disent, mais en fait, le mouvement de la transition, qui est un autre mouvement, on a besoin qu'il se crée chez nous parce que, d'une certaine manière, ils créent un mouvement qui va attirer des gens, pas chez eux, mais chez quelqu'un d'autre. Et ils l'ont fait. Et ça, j'aurais toujours beaucoup de gratitude envers les Amis de la Terre d'avoir fait ce choix-là, quoi. Parce qu'ils ont permis que le mouvement grandisse en Belgique au départ. Sans doute qu'il serait arrivé de toute façon, mais grâce à eux, ça a été plus vite. Et quelles sont les premières choses que tu as mises en place alors pour la transition à hâte? D'abord, c'était d'avoir un groupe et de savoir où on voulait aller ensemble. Donc, contacter des gens. Je me suis dit dès le départ qu'il fallait essayer d'avoir un groupe un peu mixte, pas seulement hommes-femmes, mais aussi pas tous des copains à moi, avec les mêmes intérêts, parce que sinon, si on voulait toucher à un moment donné un public plus large, il fallait qu'on soit nous-mêmes un public plus large. Sinon, plus représentatif, ce qui n'est pas facile. Mais donc des plus âgés, des plus jeunes, des hommes, des femmes, pas tous la même formation de base. Maintenant, donc c'était ça, et puis créer ce groupe, voir qu'est-ce qu'on voulait faire ensemble, quels seraient nos objectifs. Et à un moment donné, quand on se sentait prêt, commencer à communiquer vers l'extérieur que ça existait. Donc j'ai créé un blog à ce moment-là, qui était vraiment très très suivi. Mais c'était un des premiers blogs régulièrement alimentés en français sur la transition, en fait. À ce moment-là, moi j'avais quitté mon boulot, travaillé dans l'insertion socio-professionnelle avant, et j'avais pu quitter mon boulot suite à la crise des subprimes, ils devaient licencier des personnes, et donc j'en ai profité parce que je voulais plus faire ça, je voulais faire de la transition. Donc j'avais beaucoup de temps et j'alimentais le blog régulièrement. En francophonie, il était suivi pas seulement à Hâte, quoi. C'était devenu un blog référence en francophonie à ce moment-là. Et puis on a commencé à organiser des événements, des films, des soirées, des débats. On a lancé des projets plus concrets, comme liés au potager, liés c'est loin en fait, je me rends compte que j'ai du mal à me souvenir, mais on a lancé un projet d'écolieu, on voulait créer un éco, ça n'a pas marché malheureusement, pour des raisons d'argent, il fallait réunir trop d'argent pour faire ça. On était 18 personnes dans ce projet, donc c'était un beau groupe, mais la plupart des gens n'avaient pas le premier franc à investir dans le projet, et acheter un endroit avec un terrain pour créer un écolieu, il faut beaucoup de ressources, donc là ce projet-là n'a pas fonctionné. Puis il y avait eu un groupe par rapport à la mobilité, à Hâte aussi, celui-là n'a pas tellement fonctionné non plus parce que c'était trop compliqué. Changer les choses en termes de mobilité, en fait, on ne sait pas vraiment décider nous-mêmes, c'est la commune, c'est la province, donc c'est un domaine qui n'a pas perduré non plus.
Puis il y a eu dernièrement, là, on a planté plus récemment un verger. Et ça, il y a un groupe qui existe toujours malgré le confinement. On a commencé ce projet-là peu de temps avant le premier confinement. On a planté en novembre et en janvier, et puis on a été confinés en mars. Sur un terrain communal ou sur un privé? Sur un terrain public. On a eu un terrain public par la ville. C'est un projet que j'avais en tête depuis un certain temps. J'avais envie de faire ça, mais ça s'était pas mis encore. Et puis là, et puis maintenant, il y a tout un groupe et ça. Je suis content parce que quand j'ai lancé cette idée de planter ce verger, j'avais peur que ça dépende trop de moi, mais en fait pas du tout. Ici, je suis assez peu impliqué dans le projet en fait. Moi, j'ai lancé l'idée, j'étais là fort au début, et en fait, ce type de projet, ça attire beaucoup de gens. Voilà. Il est destiné à quoi à long terme C'est un verger public, donc c'est le verger il est géré et entretenu par des gens du projet. Mais il va y avoir des fruits, on aimerait bien que ça puisse devenir un lieu de rencontre aussi, qu'il y ait des bancs, des tables pour aller pique-niquer, que les enfants puissent jouer. Avec les sécheresses, on a perdu une partie des arbres et le terrain. Le terrain, il y a certaines parties du terrain où les arbres ne poussent pas bien, donc on doit surveiller un peu. Mais là, il y a une cinquantaine d'arbres fruitiers, donc c'est pas un petit verger quand même. Il y aura beaucoup de fruits. Maintenant, c'est pas suffisant pour toute la ville d'Ath. Mais puis on a planté des petits fruits aussi. Donc il y a le côté, on plante des arbres, c'est bien par rapport à la captation des émissions de gaz à effet de serre, ça stocke du carbone. Les arbres dans un écosystème, ça stabilise aussi le climat. C'est positif à ce niveau-là. Et puis on aura à manger, du local qu'il ne faudra pas faire venir en camion d'Espagne ou d'ailleurs dans le monde pour des fruits. Et puis c'est un endroit de rencontre sociale vraiment intéressant. Moi j'ai remarqué dans ce projet de verger, il y a des gens qui sont venus aider parce qu'on avait fait un appel pour les premières plantations. C'était avant le Covid, donc on pouvait encore se réunir. Et il y a des gens qui savaient qu'Ath en transition existait depuis longtemps, mais qui n'étaient jamais venus. Parce que venir parler à une soirée ou à des réunions, ça les intéresse pas. Mais venir aider à planter des arbres, là, ils sont prêts et ils viennent. Donc on s'est vraiment rendu compte avec ça qu'il y a certains projets, on a eu des projets de relocalisation alimentaire avec des agriculteurs pour produire des farines locales, pour avoir plus de maraîchers dans la région, etc. Et c'est des projets où il y a des réunions, quoi. Il faut tenir le coup, à un moment donné, des réunions une fois par mois ou tous les 15 jours, pour se mettre d'accord, pour monter le projet. C'est des projets de longue haleine, parfois ça met un certain temps avant que ça commence à devenir concret. Et ça, il y a des personnes qui se découragent et qui n'ont pas envie de parler, ils ont envie de faire tout de suite, quoi. Et là, on a, avec ce type de projet, on trouve un terrain, on plante, on s'occupe des arbres, on est beaucoup plus dans le faire. Ça correspond à certaines personnes. Il y a d'autres projets, comme le projet de ceinture alimentaire, qui était, Ath en transition, était une des organisations qui ont porté ce projet, mais il y en avait d'autres. Il y avait aussi Nature et Progrès, il y avait d'autres, Soigner en transition. C'était pas que Ath, le territoire, mais ce projet-là, ce qu'on faisait, c'était qu'on organisait des événements, des rencontres, où des gens venaient. Et nous, on n'allait pas développer 1000 projets, nous, on créait l'endroit où des gens allaient venir et eux allaient développer des projets liés à plus d'alimentation locale dans la région de Ath, Leuze, Lessines, Soigny. Et on a eu beaucoup de monde. Et nous, ce qu'on faisait typiquement, c'est qu'on avait des réunions, on faisait de la communication et on organisait des événements, quoi. Parce qu'en fait, peut-être que les gens, ils avaient besoin du premier pas que vous faisiez pour les réunir et donner une ligne conductrice. C'est ça. Et à Ath, on a organisé des ateliers pour faire des marmites norvégiennes, des ateliers potagers, d'installer des potagers en carré. On a fait des petites choses comme ça. Mais pendant un certain temps, en fait, ce qu'on faisait avait un certain succès. On a des séances de cinéma, etc. Des soirées, des formations, avait un certain succès. Mais avant le verger, il n'y avait rien qui était visible dans la commune comme ça, c'est le truc qu'Ath en transition a fait. Donc c'est des choses plus éphémères ou des choses dans les jardins,
Et quand c'est dans le jardin de quelqu'un, c'est chez quelqu'un, c'est pas visible à la population. Donc avec le verger, on a voulu avoir un lieu aussi symbolique et physique. C'est Attends Transition qui a fait ça, quoi. Et sortir du côté, on a influencé les choses, je le sais, mais en fait ça se voit pas quand on traverse la ville, quoi. On a voulu, je sais que des personnes sont passées à l'action dans leur vie privée sans venir à des réunions, par exemple. La maison culturelle a commencé à changer ses programmations et à nous poser des questions en disant tiens, on réfléchit à notre cycle de conférences, qu'est-ce que vous pensez? Le cinéma a contacté, on organiserait bien des films avec vous de temps en temps. Et donc on a, même la commune, a créé un marché local une fois par mois. Et tout ça, je sais, moi j'ai participé à des réunions avec la commune qui avait un agenda 21 où on donnait toutes ces idées, quoi, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Il y a toute une partie du travail qu'on a fait de sensibilisation qui a amené des changements sans que ce soit nous qui le faisions. Mais c'est ça aussi en fait, créer une initiative de transition. C'est pas, si on est 10 et qu'on fait que nous-mêmes, on va faire des choses très chouettes, mais on n'est que 10. Alors que si on a une influence sur le fait que des gens font des choses, en faisant moins nous-mêmes, mais plus de gens vont faire des choses, l'influence est plus grande. En fait, c'est semer la graine. C'est ça, beaucoup. Hein. Et pas forcément la récolter nous-mêmes. Parfois, juste la semer, se dire, je la sème là. Si je dois m'en occuper pour la récolter, ça va me prendre beaucoup d'énergie. Alors que si j'en sème plein partout, et que j'en récolte qu'un petit peu, mais il y en a d'autres qui vont les voir, ils vont les récolter, ils vont aller plus loin avec. Et ça, c'était un peu ma philosophie au début. Aussi au niveau... Maintenant, je suis beaucoup plus impliqué au niveau réseau, Wallonie, Bruxelles et même à l'international, donc j'ai moins de temps à hâte. Puisqu'au début, quand j'ai lancé Attends Transition, en fait, j'étais dans une période entre deux boulots, j'avais pas de travail, j'avais plein de temps, quoi. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai à faire, autant au niveau Wallonie-Bruxelles que francophonie, parce que je suis contacté pour soutenir le développement de la transition à Toulouse, dans le nord de la France. Ils sont occupés de créer un réseau aussi. Et comme moi, je suis un pionnier à avoir fait ça. Donc, en 2010, j'ai lancé Attends Transition. En 2011, j'ai commencé à lancer une dynamique de réseau en Wallonie-Bruxelles, qui est devenue mon activité professionnelle. Et comme je suis un premier à avoir fait ça, maintenant, quand ils lancent des réseaux dans la francophonie, ils contactent l'international qui renvoie vers moi. Donc c'est chouette parce que je peux partager cette expérience et soutenir des gens qui développent des choses. Et donc je suis moins dans le concret parce que je suis plus dans le soutien. Et même maintenant dans le soutien des personnes qui soutiennent les personnes qui font du concret. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Quand il y a que 10 projets de transition en Wallonie et à Bruxelles, je sais les soutenir moi-même personnellement. Ici, il y en a 160, et puis il y en a ailleurs dans la francophonie. Je ne sais pas les soutenir individuellement. Il faut que je suis plutôt à soutenir d'autres personnes qui font ça, quoi. Et est-ce que, par exemple, je pense au potager, au verger, est-ce que la commune a financé quelque chose? Comment elle finance? La commune a donné accès au terrain. Elle a, quand même, le personnel de la commune a déblayé. C'était un terrain qui était une friche. Et donc, il y avait à certains endroits des arbres qui avaient poussé comme ça, mais qui n'étaient pas des arbres fruitiers. Qui n'étaient pas forcément très intéressants dans un verger et qu'on a remplacé par des arbres fruitiers par exemple. Mais il fallait faucher, ils nous ont fourni du compost. Voilà, donc on a un soutien logistique. Ils sont venus arroser un peu, mais pas assez. On doit s'organiser nous-mêmes pour ça parce que sinon eux n'ont pas fait ça. Donc on a été soutenu par les services espace vert, le service environnement de la ville d'Ath par rapport à ça. Et on a eu un peu d'argent via la commune aussi. C'est-à-dire que la commune avait répondu à un appel à projet de la région wallonne, qui du coup, la région wallonne finançait, si je me souviens bien, je ne sais plus combien d'argent on a eu exactement avec ça, mais c'était autour de 1 000 €. Et c'était financé moitié par la région wallonne, moitié par la commune. Et nous, on a été chercher encore 500 € en plus par nous-mêmes. Donc on a reçu un peu d'argent, c'est pas non plus des sommes extravagantes. 500 €, la commune, le budget de la commune, c'est beaucoup plus que 500 €, mais quand même, il y a une intention de soutenir le projet. La commune fait des trucs, parce qu'ils ont eu un agenda 21
Il y a eu des changements de majorité, de bourgmestre, donc ça c'est plus tellement la dynamique qui est très active aujourd'hui. Elle a été fort active à un moment donné quand c'était un ancien bourgmestre avant. Puis ça s'est arrêté complètement, et puis il y a une dynamique convention des maires liée à l'émission de gaz à effet de serre par rapport au changement climatique. Mais c'était fort des réunions en journée, donc plutôt pour des professionnels. Les citoyens ne savent pas vraiment participer. Ouais. J'ai été à quelques réunions, mais je devais aller le mercredi matin, passer toute ma matinée. J'ai dit, oui, mais prendre congé ou récupération pour aller à des réunions, je ne sais pas faire ça indéfiniment. Donc ça, moi, j'ai pas pu suivre autant, alors que l'agenda 21, il y avait beaucoup de réunions en soirée le week-end. Et ouais, donc là, j'ai beaucoup plus participé. Ça dépend fort. Hein. Il y a certaines personnes en politique qui ont conscience et qui veulent faire des choses, d'autres pas du tout, ou très très peu et qui ont une vision très simpliste de ce qu'il y a à faire. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important qu'on soit en lien et de faire des choses avec eux, parce que ça permet de faire des choses parfois plus grandes et plus facilement, parce qu'il y a des moyens, il y a le personnel communal derrière, dans le personnel communal, il y a des personnes vraiment de grande valeur aussi, qui ont compris et qui veulent faire bouger les choses. Donc avoir des liens avec la commune, c'est pour moi important, mais c'est pas suffisant, quoi. Se limiter à leur demander de faire les choses, non, parce que alors ça va pas avancer assez vite. C'est vraiment important qu'en tant que citoyen, on prenne notre responsabilité. On a un pouvoir de faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, et ce pouvoir, il faut qu'on le prenne à deux mains, quoi. Parce que c'est aussi ça qui fait bouger le politique, je pense. Quand le politique voit que les citoyens commencent à changer les choses par eux-mêmes, ils se disent, tiens, là, il y en a certains, ils sont un peu opportunistes, c'est comme ça que ça marche. Ils se disent, si je veux rester en place, je dois suivre cette vague-là et la soutenir. Mais en général, c'est pas eux qui sont à l'origine de ces changements. Ils sont plutôt réactifs que proactifs dans la politique, la plupart du temps. Je vais pas généraliser, mais la majorité, c'est quand même ça, quoi. Il y en a qui sont proactifs, mais c'est pas la majorité. Donc réellement, c'est ça, c'est global, ne pas attendre que le politique fasse quelque chose, quoi. J'entends souvent ça va changer, mais non, c'est pas du tout. C'est le citoyen qui doit changer, Pas du tout. Et là, je parle du niveau local. Plus on monte dans les échelons, et plus on s'éloigne des endroits où les citoyens, on peut avoir un contact direct, ou plus c'est compliqué d'avoir une influence, parce que, je veux dire, si on parle des institutions européennes, par exemple, qui sont à Bruxelles, on pourrait dire que c'est pas si loin, on habite ici, peut-être. Mais en fait, qui a accès, qui peut influencer là, le plus les gros lobbies qui ont plein d'argent, et ça, c'est les industriels, c'est l'inverse de ce que nous, on essaie de faire la plupart du temps. C'est un monde où on a très peu d'influence, et j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui vont là pour essayer de faire changer les choses. Moi, je tiendrais pas le coup, je deviendrais... C'est des jeux politiques, d'influence, qui moi, ne m'intéressent pas, quoi. Donc je préfère agir à un niveau où je peux avoir un contact privilégié avec la personne, et on peut se parler, on peut se rencontrer assez facilement, et on peut faire bouger les choses. Donc au niveau local, au niveau régional, ça va encore. Au niveau national, en Belgique, c'est plus compliqué dû à la structure du pays. Au niveau local et régional, on a encore la possibilité d'avoir selon les majorités, et le parti d'où vient un ministre, on va avoir beaucoup de possibilités de parler, ou très très peu, ou pas du tout. Mais bon, voilà. Et est-ce qu'il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles pour moi? Oui. Ou pour le groupe En fait, moi, ce que j'observe, c'est que ce soit au niveau de... Parce que je suis plus impliqué aujourd'hui au niveau du réseau qu'au niveau d'Act en Transition. Donc, que ce soit au niveau de Act ou du réseau, et dans ce que j'observe des initiatives, c'est que il y a des cycles. C'est comme les saisons. Il y a des hivers, il y a des printemps, il y a des étés, il y a des automnes. Il y a des moments où c'est plein d'énergie, comme en été. Il y a plein de choses qui se passent. Et puis des moments où il y a une fatigue qui s'installe, il y a moins de choses, et il y a des creux, et il y a une importance, je pense, à accepter ça.
Et faut pas se décourager pour autant en fait. C'est pas parce qu'on est dans un creux en tant que groupe, quelle que soit la raison, parce que si je pense au projet de ceinture alimentaire, on a fait des vraiment grandes choses. Et à un moment donné, c'est devenu un projet trop gros pour un groupe de bénévoles. En fait, il fallait qu'il y ait des gens qui soient salariés pour porter ce projet. Et on n'a pas eu la force d'aller trouver de l'argent pour créer quelque chose de professionnel autour de ce projet. Et donc ce projet-là, il s'est endormi et pour l'instant, il n'y a plus d'activité. Est-ce que ça va renaître ou pas, j'en sais rien. Mais il y a des projets qui sont nés de ce projet. Donc ça a eu une influence. Et aujourd'hui, la ville d'Ath fait quelque chose de similaire. Alors qu'à l'époque, on a eu une seule personne des partis politiques qui sont venus à nos activités. Et personne de la majorité de l'époque n'est venu, alors qu'il y avait 100 personnes qui venaient autour d'un projet de ceinture alimentaire, ce qui est un gros nombre par rapport à un truc comme ça à Ath. Et il n'y avait personne de la commune, quoi, qui était là. Personne. En tout cas, des élus. Ça les intéressait pas, apparemment. En tout cas, ils ne pouvaient pas contrôler, puisque c'était nous qui avons créé le truc, et pour certains d'entre eux, quand ils ne peuvent pas contrôler, ils viennent pas. Ils viennent pas. Certains d'entre eux, je ne vais pas généraliser encore une fois. Et aujourd'hui, ils ont repris l'idée, et c'est eux qui essayent de faire un truc. Alors ça va moins loin, c'est moins radical que ce que nous on aurait proposé, donc, mais quand même, là il y a des gens qui bossent dessus, donc ça va faire émerger des choses intéressantes. Et donc, accepter qu'il y a ces creux d'énergie, parce que ce projet a super bien marché, mais en fait, parmi nous, il y en a 2 qui ont eu un enfant, un qui a rénové sa maison, l'autre qui a déménagé, et du coup, voilà quoi. Ça fait qu'à un moment donné, quand ça repose que sur du bénévolat, on ne peut pas éviter, à mon avis, d'avoir des creux. Parce qu'il y a toujours des moyens de faire rentrer des nouvelles personnes, et il y a des personnes qui viennent, qui partent, et d'accepter de mettre en place ce genre de cycle où... mais c'est pas toujours facile pour les groupes. Il y a des groupes où il y a un noyau qui se crée autour de certaines personnes, et si une personne ou 2 est plus là, le groupe n'a pas toujours compris comment faire pour remplacer ceux qui s'en vont, et parfois c'est plutôt de la déception qui s'installe parce qu'il y a des gens qui s'en vont, et puis on se décourage et on finit par s'arrêter. Il y a des groupes qui font ça. Et puis il y a d'autres groupes qui se relancent. Parfois le groupe s'arrête, il y a d'autres personnes qui viennent et qui relancent. Et c'est d'accepter que ces dynamiques, en fait, elles sont mouvantes, elles changent, les gens ne restent pas les mêmes toujours. Moi, j'ai compris assez vite que c'était pas pareil de lancer Ath en transition ou n'importe quelle commune, quel territoire en transition que créer une association comme d'autres l'ont fait. Il y a beaucoup d'associations qui existent pendant des années, parfois elles existent pendant 40 ans. Il y a 2, 3 personnes qui créent quelque chose. Il y a des gens qui se réunissent autour et on a 15 personnes qui créent une ASBL autour de la préservation d'un lieu naturel, par exemple, et ça va durer pendant des années et c'est super. Et c'est super, mais c'est l'ASBL de 15 personnes et en général, l'impact en dehors de ces 15 personnes est assez limité. Mais quand on lance un groupe de transition, c'est pas ça le but. Le but n'est pas de préserver un lieu naturel. Le but est de créer un mouvement qui va grandir et qui va influencer à échelle plus large. Et ça, c'est autre chose que créer un groupe noyau qui va rester tout le temps le même, sur un seul objectif, quoi. Comme on disait tout à l'heure, c'est semer plein de choses différentes, c'est beaucoup plus systémique. Et à un moment donné, il y avait le groupe Ath en transition, donc avant qu'on commence à planter le verger, il y avait 3 ou 4 projets. En même temps, il y avait un projet d'échange de savoir et d'objets, il y avait un projet autour d'avoir des véhicules partagés. Et puis à un moment donné, toute l'énergie s'est mise sur le verger, parce qu'on allait planter, etc., et qu'il y avait du concret. On a planté le verger, etc., et tout le reste s'est arrêté. Parce que toute l'énergie est allée sur un projet. Et aujourd'hui, c'est le verger qui est majoritaire, et il n'y a plus d'autres activités, le côté semé n'est plus actif non plus, parce que toute l'énergie s'est déplacée sur le verger. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Et c'est super que le verger, c'est pas grave. Maintenant, la question, c'est comment on remet de l'énergie à côté du verger, et que le verger continue, et qu'il y ait autre chose qui puisse continuer à démarrer. Et donc, c'est mouvant, ça bouge, et c'est comme ça. Et c'est comme ça partout où je l'observe. Alors, il y a des endroits où c'est pas comme ça quand même, et c'est là où ils ont réussi à professionnaliser. Donc là où ils ont réussi à trouver les moyens de créer une association où des gens sont salariés pour que le mouvement se développe sur le territoire.
Alors on peut être salarié parce qu'on a créé un magasin coopératif qui vend des produits locaux, et alors là il y a des salariés parfois c'est complètement bénévole, je comprends pas trop comment ils font, ça doit être dur quand même. Pour moi des projets comme ça, il faut qu'il y ait des gens qui... Enfin je trouve que c'est mieux, j'en sais rien, mais je trouve que c'est bien en fait de créer des emplois liés au fait de transformer son local, parce que ça veut dire que des gens, au lieu d'avoir quelques heures par semaine, tout d'un coup c'est leur activité principale, on change beaucoup plus de choses quand on peut agir 30 heures par semaine que quand on peut agir 3 heures par semaine. Donc le fait de créer des emplois liés à la transition, pour moi c'est une des choses qui peut faire que la dynamique devient plus forte et qu'elle est plus continue. Voilà, quand on ne sait pas le faire, quand on n'y arrive pas, parfois certains groupes n'essayent pas parce qu'il y a dans la valeur du bénévolat, du volontariat, des choses chouettes aussi. Donc, il y a des personnes qui sont attachées à ça et qui n'ont pas envie de passer à en faire leur activité professionnelle. On peut faire des choses magnifiques en tant que bénévole aussi, hein, mais pour moi il faut les deux, quoi. C'est ça qui permet qu'il y ait quelque chose de plus fort, qui tienne le coup dans la durée. Parce qu'il faut quand même assez de bénévoles pour la journée, comme par exemple pour le magasin, il faut assez de personnes qui soient disponibles la journée. Oui, ou je sais qu'il y a des projets de création d'école aussi parfois. Il y a eu un projet d'éducation qui ça s'appelait Maloka. Au départ, il y avait quelqu'un qui voulait créer une école alternative, et puis il y a un groupe qui s'est créé autour de cette idée, et on s'est dit, créer une école c'est peut-être gros au début, on va organiser des stages et des activités pour les parents, parce qu'on voulait toucher à la fois les parents et les enfants autour de créer quelque chose avec l'éducation à la fois bienveillante, en se disant si les enfants grandissent dans un modèle bienveillant humainement, ils vont être plus facilement bienveillants aussi avec les animaux, avec la nature, et de créer quelque chose autour de ça. Mais il fallait aussi du coup on travaille avec les parents pour apprendre, parce qu'on n'a pas tous grandi dans une éducation bienveillante, quoi, et d'apprendre ça. Et donc on organisait à la fois des activités pour les parents et des stages pour les enfants, stages qui sont devenus des activités parfois très très libres. On s'est rendu compte que quand on laisse les enfants dans la nature libre avec des adultes qui sont là et qui proposent des activités, mais que les enfants ne sont pas obligés de participer, en fait il se passe plein de choses super intéressantes, ils découvrent par eux-mêmes, ils deviennent plus autonomes, et puis quand ils ont envie, ils viennent faire une activité avec une adulte ou un adulte, et puis quand ils n'ont pas envie, ils vont faire autre chose. Moi mon plus jeune fils avait 1 an et demi je crois, et il a appris à marcher dans des activités comme ça, dans les bois, très très vite dans la nature. Et aujourd'hui, il a une maîtrise de son corps au niveau psychomotricité largement au-dessus de la moyenne des enfants de son âge, parce qu'il était tout de suite beaucoup dans la nature, et pas sur du béton ou sur du carrelage tout plat. Donc il a un lien à la nature qui est beaucoup plus fort naturellement, grâce notamment à ces activités-là. Et puis finalement, le groupe a commencé à créer une école. Moi j'étais dans le groupe quand on faisait les activités stages, activités nature, activités pour les parents. L'école c'était trop gros pour moi, j'avais pas le temps, et voilà, d'être dans le groupe qui pilotait ça. Je les ai soutenus un peu au début dans leur dynamique pour les aider à prendre des décisions importantes pour le projet. Mais ils voulaient créer un projet accessible à tout le monde, donc qui coûte pas trop cher, parce que des écoles créées par les parents parfois c'est un budget, c'est pas accessible à tout le monde. Et ils voulaient que ce soit accessible à tout le monde, et du coup tout le monde était bénévole. Et ça s'est complètement épuisé, quoi. Ils l'ont fait, hein. Donc l'école elle a été créée pas à Mons. C'est un peu particulier, le projet part de Hâte, mais il y a quelque chose qui a été créé à un moment donné à Mons. Mais en fait, une grosse partie des gens sont complètement épuisés, parce que ça demandait trop d'implication. Et à un moment donné, quand le projet n'est pas dans un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, que ce soit de l'argent ou autre chose, hein, le donner-recevoir c'est pas forcément de l'argent, ça veut dire qu'on est occupé de s'épuiser. Et pour moi, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on reproduit finalement quelque chose de la société qu'on veut changer. La société qui épuise les écosystèmes naturels, l'agriculture qui épuise les sols, les entreprises qui surexploitent leurs travailleurs. Et en fait, dans ce type de projet, parfois on se surexploite soi-même, parce qu'on est né dans cette culture-là, et que sans y réfléchir, on fait la même chose. Et donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois les projets ont un creux. Que parfois et c'est là que vient la transition intérieure aussi, de prendre des moments de recul, de comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on est occupé de s'épuiser, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans une dynamique où il y a un équilibre, comment on fait pour changer ça.
ça nécessite des moments de prise de recul où on va vraiment venir agir au niveau culturel plutôt qu'au niveau des actes et des comportements. C'est-à-dire c'est plus seulement planter des arbres et acheter de l'alimentation locale et organiser des conférences, c'est voir à l'intérieur, dans le cœur, dans les tripes, qu'est-ce qui dans la tête, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que dans ma manière de faire, je reproduis ce que en fait je veux plus. Ouais, et ça nécessite de prendre des moments de recul, quoi. Ouais. Et pour moi, on peut le faire individuellement, mais c'est beaucoup plus facile quand on le fait avec d'autres. Transformer la culture en groupe, c'est plus facile parce qu'on est à plusieurs. Là aussi, on peut se soutenir, on peut échanger sur ce qu'on réussit, sur ce qu'on rate. Et ça renforce en fait le courage dans les moments difficiles quand on est un groupe. Le courage va être plus grand que quand on est seul. Ouais. Pour moi, le rapport le fait d'être en groupe est vraiment important. Oui, tu dis à la force, mais c'est vrai qu'aussi le fait d'exprimer et de voir que les autres sentent aussi la même chose que toi, tu dis ok, ça va, j'ose l'exprimer, du coup je ne suis pas seule. Oui. Et souvent c'est des choses que dans les formations, parce que je donne quand même pas mal de formations autour de la transition, je vois bien que les personnes qui viennent, il y a une forme de soulagement à un moment donné de se dire je suis pas seul dans ma situation, je peux en parler avec d'autres, je suis pas un extraterrestre. Parfois les personnes sont là où elles agissent, se sentent seules, quoi. Ouais. Quand il n'y a pas un groupe ou que le groupe est dans un moment difficile parce qu'il y a de la fatigue ou des conflits parfois. Ouais. Aussi, il y a des groupes qui rencontrent des gros conflits. Hein. Là aussi, il n'y a rien à faire. Le monde qu'on veut changer, il existe à travers nous. Et même avec toute la bonne volonté du monde, on a beau se dire on va faire quelque chose de différent, on va être vraiment démocratique, et puis on crée un projet. Il y a un Ripper Café aussi qui existe depuis super longtemps. On crée un projet au départ avec une énergie vraiment de groupe très forte, et à un moment donné on se rend compte que sans qu'on se rende compte, il y a un groupe de personnes ou une personne qui a pris le pouvoir sur le projet, et c'est plus un projet de groupe, c'est devenu le projet d'une personne, et c'est plus la même dynamique. Et c'est dommage, ça continue à exister, mais c'est plus la même dynamique du départ, et d'une certaine façon c'est la société qui a rattrapé le truc, quoi. Ça, on reproduit les mêmes schémas. Ouais, ça arrive vraiment, quoi. Et, donc ça demande vraiment, pour moi, une attention. Et alors, parfois, on peut se dire c'est pas grave parce que le projet il continue à exister. Et il amène quand même des choses positives. Il y a une aventure humaine qui a eu lieu, on a appris des choses, mais pour des personnes qui ont vécu le projet, il y a de la déception. Il y a de la déception parce que on est parfois au départ dans une vision un peu idéaliste. On a tous la même envie, on va dans la même direction, on se comprend, et c'est ce qu'on pense au début en fait. Quand le groupe se lance, il y a une espèce d'illusion qu'on a les mêmes idées, les mêmes objectifs, et que ça va aller tout seul, qu'il n'y aura jamais de conflit. Et en fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que s'il n'y a pas de conflit, c'est que le projet ne marche pas. Parce que dans l'évolution d'un projet, il y a des conflits. Dans l'évolution d'un groupe, ça fait partie de la nature d'un groupe d'avoir des conflits à un moment donné. Surtout quand on veut changer les choses, le conflit il vient quand c'est des moments clés en fait. Souvent, si on a un conflit dans un groupe et qu'on parvient à le dépasser, le groupe grandit en maturité et est capable de faire des plus grandes choses. Si au contraire le groupe se désagrège parce qu'en fait on n'a pas le courage de regarder et d'aller de manière constructive dans le conflit en fait, parce qu'un conflit c'est pas forcément se déchirer les uns les autres, on est en désaccord, c'est parfois un désaccord profond, mais aller au bout de ce désaccord mais de manière constructive et en étant à l'écoute des points de vue des autres, ça fait grandir. Et alors mais il y a des groupes qui n'arrivent pas à faire ça, parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette illusion que s'il y a du conflit on a raté notre coup. Alors qu'en fait non, vous êtes dans le conflit, c'est parce que vous êtes occupé de grandir, c'est bien. C'est désagréable, mais pour le projet c'est positif parce que vous allez grandir. Et là aussi il y a des groupes qui s'arrêtent à ce moment-là, parce qu'il y a cette illusion que le conflit ça fait partie de ce qu'on ne veut plus. En fait la vie c'est pas ça, quoi.
Et quand on parle de vieux schémas, est-ce que c'est important finalement, du coup, moi je pense que c'est important d'élever nos enfants en essayant de ne pas reproduire les vieux schémas avec eux et de dire il y a moyen de faire autrement? Ah oui, moi c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Mais les vieux schémas, ils sont présents partout et là aussi, surtout là où on les voit pas. Pour moi, les vieux schémas, c'est parce que de quel vieux schéma on parle. Aussi, il y a quelque chose pour moi dans pour moi, le mouvement de la transition, d'une certaine façon, un des objectifs du mouvement de la transition, c'est de libérer l'initiative. C'est sortir il y a une solution technologique qui va nous sauver, il faut faire confiance aux politiques et aux ingénieurs. Ouais. En fait, ça, c'est pas vrai, ça marche pas. Parce que si on fait confiance aux politiques et aux ingénieurs, on va créer des nouvelles technologies qui vont utiliser plus d'énergie et qui vont détruire encore plus la planète. Parce que si à côté des ingénieurs, il n'y a pas des philosophes, des psychologues, des écologues, pas écologistes militants, je veux dire des scientifiques de l'écologie. L'écologie, c'est d'abord une science. On utilise le mot écologie pour parler d'une approche politique aujourd'hui. En fait, l'écologie, c'est une science. On ne peut pas dire de tous les partis politiques qu'à la base de leur création, il y a une science. À la base de l'écologie, c'est une science, c'est pas une idéologie. Pour moi, c'est très différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une idéologie politique de l'écologie aussi, mais c'est différent de la science. Moi, quand je parle d'écologie, moi je parle de la science, pas du parti politique. Et donc, à un moment, je ne sais plus où je voulais en venir, je suis un peu perdu dans ma pensée là. Mais pas les technologies. Oui. Donc le changement culturel, c'est aussi de se dire le pouvoir il peut être partagé, la manière dont le pouvoir est réparti dans des pays comme la Belgique, on ne vit pas en dictature quand même. Moi je trouve qu'on ne vit pas tout à fait en démocratie non plus, parce que c'est quand même toujours les mêmes qui sont au pouvoir et maintenant de plus en plus c'est les fils ou les frères, quand on a un nom de famille, on revient après son père et il y a un côté un peu aristocratie de la politique, quoi, quand même. Il y a une certaine partie de la population qui a accès au pouvoir, et une autre partie, à ce pouvoir-là en tout cas, au pouvoir politique, une autre partie qui n'a pas accès. Dans les domaines économiques, il y en a qui disent qu'on a tous nos chances égales, etc. C'est pas vrai, quand on est dans certaines familles où il y a de l'argent, où c'est beaucoup plus facile de devenir entrepreneur, de créer son job, quand on vient d'un certain milieu que quand on vient d'un milieu très précarisé, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir de naissance. Donc il y a une espèce de reproduction dans la société des classes quand même qui est présente. Et la transition, c'est sortir de là. Sortir de là, c'est accepter de transformer les relations de pouvoir, transformer les relations à l'argent. Ça vient de la permaculture, le mouvement de la transition. Rob Hopkins, qui est fondateur du mouvement de la transition, au départ, c'est un professeur de permaculture. Et lui, il sent que ces principes de la permaculture doivent venir un peu plus dans la ville, dans les quartiers, dans le social. Et donc il a créé cette approche du mouvement de la transition, et c'est vraiment intimement lié à l'éthique de la permaculture, c'est partager équitablement. C'est prendre soin de la terre et prendre soin de l'humain et partager équitablement. Donc dans les fondements du mouvement de la transition, il y a ça, quoi. Et là, il faut bien dire que la plupart des gens, il y a le coronavirus, on attend que les scientifiques trouvent une solution et que les politiques prennent des décisions. Il y a les inondations. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu des messages, moi j'étais scandalisé, des autorités locales qui à un moment donné ont dit ne partez pas aider de manière sauvage parce que vous risqueriez d'empêcher les secours d'aider les gens. Et donc téléphonez-nous d'abord, on vous dira où aller, etc. Cette manière de garder le contrôle, quoi. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'aide peut s'auto-organiser. Et en fait, moi ce que j'ai vu, j'étais des 3 jours, des gens qui ont été dans les inondations. J'ai mis les mains dans la boue, de vider ces maisons, et des gens qui étaient occupés de trembler, etc. Et sur les 3 journées complètes, j'ai vu 3 fois une camionnette de la Croix-Rouge passer pendant un quart d'heure pour voir s'il y avait quelqu'un de blessé. C'est des bénévoles de la Croix-Rouge. Et j'ai vu dans un des 3 endroits
les FIN qui étaient là pour organiser les choses et aider un peu le bénévolat. Tout le reste, c'était des citoyens qui avaient décidé par eux-mêmes d'aller quelque part, parfois un peu au hasard, pour trouver ou via des connaissances pour aider. C'était pas les autorités locales qui avaient organisé, quoi. La plus grande partie de l'aide qui a eu lieu, c'est des citoyens qui se sont organisés de manière horizontale sans avoir besoin d'un chef qui est élu ou d'un machin ou d'un truc qui organise les choses. Et il y a cette tendance à vouloir contrôler les choses et de garder ou de donner l'impression qu'on maîtrise. Ils étaient complètement dépassés, hein. Autant la police que les. Et je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait du bon travail. Hein. L'armée, on a vu 2 personnes de l'armée sur le terrain. Ils faisaient un travail. En plus, ils n'étaient pas en costume de l'armée, donc on n'a pas compris tout de suite que c'était des militaires. Ils ont fait un travail de fou. Ils étaient sympas, avec humilité, sans faire les malins. On s'est dit après, c'était des militaires. Ils ont fait un travail de l'ombre, quoi. Et donc, il y a énormément de gens qui ont fait un énorme travail. Mais si les citoyens étaient restés chez eux, ou chez elles, à attendre qu'on dise « venez nous aider », la plupart des gens seraient encore dans leur maison à enlever la boue, alors qu'aujourd'hui, la plus grande partie de cette partie-là du travail, parce que c'est loin d'être fini ce qu'il y a à faire, a été faite grâce aux gens qui sont allés aider, entre guillemets, de manière sauvage, quoi. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses de la culture qu'il faut changer. La manière dont le pouvoir est géré et distribué, aujourd'hui, n'a plus aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. On n'est plus dans un monde stable où des modèles hiérarchiques, bureaucratiques fonctionnent. En fait, les choses changent trop vite. Et donc on a besoin d'observer comment dans une forêt, les arbres, il n'y a pas un arbre qui dirige la forêt. C'est ça. La nature, elle s'auto-organise. Les éléments de la nature sont en lien les uns avec les autres. Et la permaculture et le mouvement de la transition, ce qu'on fait notamment, c'est regarder comment ça se passe dans la nature et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour nous apprendre à s'organiser de cette façon-là. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de leaders. Parce que quand on était sur le terrain à nettoyer les maisons après les inondations, il y avait besoin d'un leadership pour organiser les choses. Hein. Mais ce n'est pas un leadership qui veut prendre le pouvoir sur les autres, c'est un leadership qui se met au service. C'est un leadership qui est plus humble. C'est pas un leadership, c'est moi qui fais. C'est un leadership qui observe, qui sent, qui ajuste, qui est à l'écoute, qui fait avec les autres. Et là, on essaie d'expérimenter ça dans le mouvement de la transition. Voilà, on a des formations là-dessus. Ça fait partie aussi de cette transition intérieure, je pense, de transformer les rapports au pouvoir. Je parlais tout à l'heure du rapport à l'argent. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'argent non comme un moyen justement d'avoir du pouvoir sur les autres ou d'exploiter ou de réunir des richesses pour soi, mais comme un moyen d'échange qui permet justement d'avoir plus d'échanges, mais de manière équitable pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et de toute façon, depuis qu'on est né, on est formaté en fait. C'est ça, c'est vraiment. C'est ça, Et le mouvement de la transition, comme il est dans le monde entier, c'est intéressant parce que dans d'autres parties du monde, c'est pas la même chose qui se passe parce que la culture est différente. Et donc la transition au Brésil actuellement, avec leur dictateur Bolsonaro qui est un malade, ça se passe, c'est très différent de la transition où il y a des favelas, des bidonvilles. Il y a de la transition dans les bidonvilles, la transition dans un bidonville où la transition a hâte, c'est pas la même chose. Hein. Mais par contre, ce principe, on s'aime, on prend les choses en main, on n'a pas besoin d'autorisation pour commencer à changer les choses, même si on essaie de changer quand même avec les autorités, d'être avec et pas contre. Si possible, parfois, il faut aller contre aussi quand ils font des conneries. Mais tout ça, on a besoin de commencer à le faire. Mais pour moi, il y a une des choses que je vois, et la période actuelle avec ces inondations le montre encore plus fort, c'est que un des éléments principaux, je crois, de ce que le mouvement de la transition approche, c'est de recréer du lien social sur un territoire d'une autre façon et d'apprendre à faire ensemble d'une autre façon. Parce qu'en réalité, on peut créer un super écolieu permaculturel avec du jardin, des yourtes si on veut vivre dans ce genre d'endroit. Et puis s'il y a une inondation, tout peut être emporté en quelques minutes.
c'est vraiment dur, quoi. Et donc, s'il y a des endroits où il n'y a plus d'électricité, il y a plus de... Si demain on a des pénuries de pétrole en Belgique, en fait, les centrales nucléaires ne pourront pas fonctionner longtemps. Ouais. Pourquoi? Parce que le personnel des centrales nucléaires a besoin de sa voiture pour aller travailler, pour maintenir le truc. Rien que ça. Parce que tout l'entretien, et donc tout est entremêlé. Et s'il y a une centrale nucléaire qui, parce qu'elle n'est plus entretenue, tout d'un coup dégage dans l'atmosphère de la radioactivité, peut-être que mon écolieu, qui est magnifique, je vais devoir me barrer parce qu'il va être complètement contaminé. Et donc en fait, on n'a aucune certitude pour l'avenir de où, quand, comment il est pertinent de faire quelque chose. Par contre, il est pertinent de faire quelque chose pour moi partout, en ayant la conscience que c'est dans l'apprentissage de le faire et dans le fait de le faire et de pouvoir le répliquer ailleurs que c'est cet apprentissage-là qui est le plus important. Parce que je ne sais pas si la région d'Ath, à l'avenir, va être un endroit où il va y avoir trop de sécheresse, ou trop de pluie, ou trop de je ne sais quoi avec les changements climatiques. On ne sait pas quels endroits. Il y a des endroits qu'on va devoir quitter parce qu'ils vont être trop souvent inondés ou parce qu'il va faire trop de sécheresse à cet endroit-là de la planète et qui seront plus des endroits où la vie humaine peut rester. C'est déjà le cas. Je veux dire, l'immigration, les réfugiés, les gens qui essayent de venir habiter en Europe de certaines zones, on pourrait dire ce qu'on veut, mais quand on regarde, on pourrait dire ce qu'on veut de c'est bien, c'est pas bien, c'est pas mon sujet ici, mais il y a une grande partie de ces gens-là qui viennent de zones du monde qui deviennent difficilement habitables parce qu'il y fait trop sec et parce qu'ils ont faim et qu'il y a des problèmes, il y a une partie des révolutions et des conflits qui se passent dans cette partie du monde d'où viennent les réfugiés sont liés déjà au changement climatique. Ouais. Et les changements climatiques, c'est plus nous en Europe que eux dans leur pays qui sommes là responsables de ça, quoi, parce que c'est plus en Europe, aux États-Unis, dans les pays plus industrialisés qu'on est responsable de ça. On est tous responsables de ça. Je dis pas qu'on est coupable, parce qu'une partie d'entre nous, on a grandi là-dedans, on n'a pas choisi, et on ne sait pas malheureusement l'arrêter du jour au lendemain et passer du jour au lendemain à autre chose. Mais les plus grandes émissions de gaz à effet de serre, elles viennent, c'est les États-Unis, c'est l'Europe. On pourra bien parler de la Chine, mais une grosse partie des émissions de la Chine, c'est pour envoyer des marchandises chez nous. Donc là aussi, donc on est responsable de ces émissions-là. Il va falloir accepter une forme d'impermanence et d'incertitude, quoi. On n'est plus dans un monde où on sait que de génération en génération, on va pouvoir vivre dans le même village, à coup sûr, vivre du même métier. Ça, c'était nos grands-parents, où on était agriculteur de père en fils, on était ferronnier de père en fils, il y avait médecin de père en fils. Il y avait un peu ça, et on habitait dans un même quartier avec sa famille. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est aussi grâce au pétrole, parce qu'on peut vivre loin de sa famille et quand même aller en voiture chez les uns chez les autres. Mais si on a moins d'énergie pour se déplacer, on va peut-être recommencer à vivre la même famille dans le même village. Beaucoup de choses vont changer et voilà, on ne sait pas exactement vers quoi on va, mais on va devoir s'adapter, quoi. Oui. Il y avait quelque chose qui me venait dans la tête, mais c'est parti, c'est pas grave. Mais du coup, tu parlais de quelque chose de systémique. Donc, il y a des fois les gens qui me disent oui, mais enfin, moi j'ai beaucoup changé aussi. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est difficile de tout changer. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Et toi, quel conseil t'aurais à donner aux personnes qui veulent changer mais qui ne savent pas comment Alors, j'entends, c'est difficile de tout changer, et moi je dirais même, c'est impossible de tout changer comme ça en un coup, quoi. On a besoin d'y aller pas à pas. Alors il faut que les pas, au début, si c'est des petits pas, c'est bien. Si après ça devient des pas plus grands, moi j'ai changé. Je suis quelqu'un qui change assez facilement. J'observe ça autour de moi. Quand j'ai compris quelque chose, j'ai assez bien de facilité à, du jour au lendemain, je peux prendre une décision et dire ok, je fais plus ça, quoi. À un moment donné, je décide, je prends plus l'avion, je vais plus au supermarché et je vais presque plus au supermarché. En réalité, c'est 2 ou 3 fois par an. Donc c'est vraiment pas beaucoup et c'est pas grand chose.
J'ai compris à un moment donné que le modèle de faire ses courses dans un supermarché participait à détruire la planète, à exploiter des gens dans d'autres parties du monde qui sont payés pour presque rien, et que ça ne me convient pas. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais plus dans des endroits comme ça. Je le comprends, je le décide du jour au lendemain. Je regarde comment je peux faire autrement et je le fais, quoi. Pour la plupart des autres gens autour de moi, c'est pas aussi facile apparemment. Il faut plus de temps, ça passe par des étapes de prise de conscience, de réflexion, d'essayer, de se planter, de recommencer. Et on peut pas tout changer à la fois parce que c'est épuisant. C'est épuisant, on a besoin, en tant qu'être humain aussi, d'une forme de stabilité. Quelque part dans notre vie, à quoi on se raccroche pour se rassurer, et quand on est suffisamment rassuré, on est prêt à changer certaines choses, quoi. Et donc c'est important d'aller chercher cette stabilité quelque part. Alors peut-être qu'un des apprentissages à faire, c'est de ne pas mettre cette stabilité dans la manière dont on consomme et dont on... voilà, et de chercher cette stabilité plus peut-être à l'intérieur de soi, et ce que notre société nous encourage pas à faire. Et du coup pouvoir plus facilement vivre de manière plus sobre, entre guillemets, moins consommer, se déplacer plus en vélo, enfin voilà. Et accepter que ça c'est quelque chose que j'ai compris assez vite, c'est changer d'abord par des choses qui ont du sens pour nous et qu'on est d'accord de changer. Pas changer parce que je me sens obligé, parce que même si à certains moments il y a des changements qui sont durs, qu'on doit ou qu'on va devoir faire. C'est important pour moi que le changement soit partie d'une expérience où j'apprends quelque chose et il y a une forme d'excitation. Ah, j'apprends un truc nouveau. Et il y a une passion qui peut se mettre dedans. Et alors le changement devient un apprentissage qui peut être vraiment enthousiasmant. Alors que si le changement c'est je dois abandonner plein de trucs qui me plaisent, c'est dur pour moi. Non, les gens ils le font pas, ou ils le font pas beaucoup, ou pas assez. Et donc commencer là où ça a du sens et où on est prêt à le faire, plutôt que là où on me dit de le faire et où j'ai pas envie. Et peut-être qu'après 1 an ou 2, je serai prêt à changer à cet endroit où j'avais pas envie avant, parce que maintenant j'ai pris conscience et que je suis prêt pour changer ce truc-là. Je vais prendre un exemple. Hein. Moi, j'adore aller dans la nature, etc. J'aime bien découvrir des nouveaux endroits. Et à un moment donné, j'ai décidé de plus prendre l'avion. Parce que j'ai compris ce que ça avait comme impact. Et du coup, en abandonnant ça, j'abandonne la possibilité d'aller voyager dans certaines parties du monde. Alors, j'ai jamais voyagé très très loin à l'autre bout du monde. Moi, je suis toujours resté plutôt en Europe. On est parti plus proche, mais du coup j'accepte que si je veux découvrir de nouveaux endroits, ce sera à distance de train, de vélo ou de voiture. Pour l'instant, parce qu'une voiture, ça j'ai pas abandonné. Dans la société aujourd'hui avec les enfants, je ne vois pas comment je peux faire dans l'immédiat pour tout d'un coup vivre sans voiture, l'utiliser moins et plus le vélo, oui, mais ne plus en avoir aujourd'hui. La structure de la mobilité me le permet pas. Me le permet pas. Dans l'immédiat, je ne me vois pas passer 1h30 le matin, disons 1 heure, pour accompagner mon fils à l'école, quoi. 1 heure le matin, 1 heure le soir, plus faire ma journée de travail, plus pour faire ça en vélo, alors qu'il ne sait pas y aller tout seul, je devrais le prendre sur mon vélo. Et c'est un truc que je ne suis pas prêt à faire. Peut-être un jour je le serai, mais il sera plus grand, donc j'aurai pas besoin de le faire. Il ira à vélo tout seul. Ou en bus. Et donc ce changement-là, je suis pas prêt à le faire, donc je le fais pas. Pas aujourd'hui. Par contre, j'accepte de ne plus partir à l'autre bout du monde. Je connais des personnes qui font des trucs dans la transition, mais qui ont encore du mal à ne plus à sortir de cette idée de pouvoir voyager, découvrir de nouvelles cultures, parce qu'ils trouvent ça aussi important. Il y a aussi quelque chose d'important. Quand on découvre de nouvelles cultures, on prend conscience des aspects de notre culture qui sont problématiques aussi parfois. Donc ça a un intérêt. Pour moi, on peut découvrir de nouvelles cultures en Europe aussi, en allant moins loin. Mais on peut aussi transformer le rapport au voyage en disant, au lieu de partir pour 1 semaine en avion,
je pars pour un mois en train. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça, je peux envisager. Ou quand si on est plus jeune et qu'on n'a pas de famille, on peut se dire je vais faire un tour du monde en train, en bateau. Il y a des jeunes qui font ça aujourd'hui, qui partent à l'aventure sans utiliser d'avion et ils vont dans des endroits. Voilà, mais ça change le rapport à la vie, quoi. Pour moi, ça reste possible, mais il y a un changement culturel qui est important, quoi. Et donc je ne dis pas aux gens, vous devez tous arrêter de prendre l'avion et d'aller en vacances loin. Je pense qu'on doit en faire là, collectivement. Hein. Je pense qu'on va devoir... Je lisais une étude qui a été faite par un cabinet d'études scientifiques qui essayait de calculer qu'est-ce que ça voulait dire de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et dans les éléments, je pourrais les retrouver, ça fait déjà un certain temps, plusieurs années que j'avais parcouru ça. Il y avait le fait que jusqu'à l'âge de 35 ans, chaque humain aurait le droit à un voyage en avion loin. Surtout... Point. Ok. Voilà, et que ça, avec toute une série de mesures en plus, qui sont pas plus de autant de degrés dans la maison, et à partir de 21h, le chauffage est coupé jusqu'à 7h du matin, et ceci, et pas plus de autant de voitures par habitant, à des trucs très contraignants par rapport à notre mode de vie, quoi. Quand tu mettais tout ça dans ta vie, pas seulement l'avion, quoi. Avec tout le reste, tu pouvais faire un voyage en avion. D'accord. Parce que un voyage en avion, il y a des personnes qui font énormément d'efforts par rapport à leur consommation locale, etc. Puis ils font un voyage en avion et ça consomme autant que les efforts que la consommation d'une année de quelqu'un de normal, quoi. Juste ce voyage en avion en termes de gaz à effet de serre, donc ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça pour moi. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, quoi. Mais il y a aussi le fait j'ai l'impression des fois qu'on dirige notre attention sur certaines choses. Par exemple, on a vu un reportage sur les pailles en plastique. Et finalement, l'industrie, tout ce qui tourne autour du poisson, les filets, tout ça pollue beaucoup plus que ma petite paille. Voilà. Et j'ai l'impression des fois, je ne sais pas si c'est volontaire, mais on dirige notre regard sur une problématique alors qu'il y a tellement d'autres choses plus simples à faire, ou je ne sais pas. Voilà. En fait, le truc, c'est que je veux dire, le système il est composé d'humains, hein, mais il se défend, il n'a pas envie d'être transformé et remplacé par un autre. C'est une des caractéristiques des systèmes, ils s'autorégulent, ils essaient de continuer à exister. Et donc, et c'est ça le développement durable aussi, c'est qu'on va mettre l'attention sur, par exemple, les voitures, qu'on va parler de voitures électriques, on va dire, si vous avez des voitures électriques, il n'y a plus d'émissions de gaz à effet de serre quand vous roulez. Et du coup, dans les villes, mais là, on est plus sur les particules fines et la pollution, parce qu'il y a aussi des gens qui meurent à cause de la pollution, il y en a plus qui meurent à cause de ça, à cause des voitures, de la pollution des voitures qu'à cause du coronavirus. Mais on ne dit pas que les voitures doivent arrêter de rouler, les voitures au pétrole, au diesel, etc. On ne dit pas que les voitures doivent arrêter de rouler pour autant. Même si on commence à dire qu'il ne pourra plus y avoir de voitures au diesel d'une certaine catégorie dans certaines villes bientôt, on ne remet pas en question l'existence de la voiture, mais on dirige vers la voiture électrique. Alors que d'un point de vue changement climatique, ça ne change strictement rien. Si on veut remplacer toutes les voitures au pétrole par des voitures électriques, on peut abandonner tous nos efforts par rapport au climat parce qu'on va foutre la planète en l'air en construisant toutes ces voitures. Parce qu'à chaque fois qu'on construit une voiture, on utilise des ressources, on émet des gaz à effet de serre. Et la construction d'un véhicule électrique pollue plus que la construction d'un véhicule au pétrole, à l'essence ou au diesel. Et donc l'un dans l'autre, ça ne résout pas le problème. Et donc on va focaliser, le système va déplacer l'attention en disant si vous faites ça, ou alors les supermarchés ont compris qu'une partie de la population regardait un peu plus à ce qu'elle mange et du coup commence à proposer du bio ou des trucs comme ça. Mais en fait, quand on regarde comment fonctionnent les modèles de production de ce qu'il y a dans les supermarchés, ils ne changent pas leur modèle, ils se recyclent un peu pour continuer à exister, mais la manière dont ils se recyclent ne règle pas le problème. Donc c'est plus des changements de façade qui détournent l'attention, comme tu le dis, pour qu'on continue à consommer, à vivre et à faire fonctionner le système, et que les personnes
qui ont le pouvoir économique, les grosses entreprises, les grosses boîtes, continuent à rester dans leur situation privilégiée de gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir dû à leur pouvoir économique, quoi. Ça existe. Oui, parce que du coup, tu dis, ok, je change, mais en fait, peut-être on ne se rend même pas compte que ce qu'on pense qu'on fait bien, et finalement, ça pourrait être pire ou ça n'arrange pas les choses. Quoi, ça n'arrange pas les choses. Il y a une forme de déculpabilisation, en fait, mais qui n'est pas... Et c'est là que le changement climatique, que le mouvement de la transition, c'était une des nouveautés pour moi en tout cas, que ce mouvement-là apporte, c'est de regarder tous les enjeux ensemble et du coup de ne pas choisir des solutions avant d'avoir regardé tous les enjeux ensemble. Tout comme il y a certaines personnes qui disent ok, on doit se passer du pétrole, donc on va remplacer par l'électricité nucléaire. Mais en fait, l'électricité nucléaire, on ne regarde pas le fait qu'on ne sait toujours pas quoi faire avec les déchets. Et il y a des ingénieurs, etc., qui essayent de nous rassurer par rapport à ça. Et il y a d'autres ingénieurs qui disent c'est de la connerie. On ne sait pas quoi faire avec ces déchets. On les met pour les générations futures. Et en plus, les ressources nécessaires pour fabriquer des centrales nucléaires, il faut du pétrole. Encore une fois, et pour les faire fonctionner, il en faut aussi. Et donc, il y a une espèce de fonctionnement un peu, que moi je trouve délirant, de déplacer effectivement l'attention pour rester toujours dans des solutions technologiques l'une après les autres qui, je veux dire même, certains vont jusqu'à dire, et je pense que c'est juste, qu'il vaut mieux pas qu'on découvre une source d'énergie inépuisable qui ne pollue pas, parce que au plus on a de l'énergie, au plus on exploite les ressources de la planète avec cette énergie pour fabriquer des trucs, des technologies, et à force d'épuiser les ressources de la planète, on est occupé de manger l'avenir de nos enfants, déjà aujourd'hui. On consomme plus que ce que la planète peut produire, et donc on épuise la planète à l'échelle de la planète, et à un moment donné, notre consommation, c'est la consommation de l'avenir des enfants qui vivent aujourd'hui, et peut-être même des adultes que je suis. Donc il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et ce système est complètement sourd et aveugle, et s'auto-entretient, jusqu'à ce qu'on ait le nez dessus, quoi. Vraiment, parce que là, c'est encore on est encore dans plus tard, enfin, même malgré qu'il y a vraiment tous les événements, tous les facteurs qui nous prouvent qu'on est dedans, mais voilà, on est toujours à reporter, oui. Et il y a, moi ça fait un moment donné que je pense ça, mais il y a dans notre société, pour certaines personnes, la croissance économique est une religion. C'est une religion, quoi. Quand on regarde, c'est un dogme, on ne peut pas le remettre en question. Il faut la croissance économique, c'est ça qui résout les problèmes, c'est ça qui crée de l'emploi, c'est ça qui... Mais c'est de la religion, ça, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ce que ça crée. Aujourd'hui, à un moment donné de l'histoire, ça a été utile d'avoir la croissance économique pour reconstruire après la guerre, ou des choses comme ça. Et puis à un moment donné de l'histoire, c'est devenu le problème. Et certaines personnes continuent à être aveugles au fait que c'est le problème. Enfin, c'est pas l'unique problème, il y en a d'autres, mais c'est un des éléments principaux de la surexploitation, c'est que voilà, pour toujours plus de croissance, il faut plus d'exploitation des gens, des ressources, et on détruit de plus en plus. Et encore aujourd'hui, on entend il faut relancer la croissance après le Covid, quoi. C'est complètement hallucinant d'entendre des choses comme ça. Peut-être parce que ça rassure, est-ce que c'est ce que les gens veulent entendre? Enfin, je sais pas. Je suis pas dans la tête de ceux qui continuent à dire ça. Il y a sans doute des peurs là derrière, que s'il n'y a plus de croissance, le système économique s'effondre, et c'est peut-être ce qui va se passer. Enfin, de toute façon, même si on continue à faire de la croissance, le système économique va s'effondrer à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, ça ne marchera plus. Là, ça marche encore parce qu'on a encore les ressources de nos enfants. Je suis cynique en disant ça. Ça marche parce qu'on mange les ressources de nos enfants. Mais quand on aura mangé les ressources de nos enfants, on mangera quelles ressources? C'est pas parce que des milliardaires commencent à s'amuser à faire des petits sauts dans l'espace que... Dire ça aussi, c'est hallucinant, parce qu'il dit « Ah, c'est des grandes avancées pour l'humanité ». Mais les ressources qui ont été dépensées en énergie, en argent, pour faire un petit saut dans l'espace, si on avait mis ça pour prendre soin des personnes qui ont faim dans le monde,
pour aller peut-être planter des arbres dans des zones désertifiées pour lutter contre les changements climatiques, on aurait fait du bien pour l'humanité beaucoup plus que ce caprice de milliardaire, quoi. C'est vraiment... ouais. Et puis moi je me suis dit, mais tous les efforts que j'ai faits pendant autant d'années anéantis par ce petit geste, enfin, c'est ça aussi. Hein. Et c'est le rapport à l'argent. Il a l'argent, il a la possibilité de faire quelque chose, mais voilà. Tu sais, à un moment donné, il y a une forme de mégalomanie qui s'installe je crois. Et moi je dis ça, peut-être que si j'étais dans leur situation, je ferais le même, j'en sais rien. J'ai la croyance que non. Que si j'avais tout d'un coup la fortune de patron d'Amazon, là, que j'utiliserais ça pour planter des arbres et faire des coopératives locales et soutenir des maraîchers. Je pense vraiment que je ferais ça, mais en fait, peut-être que je deviendrais fou aussi, à ma façon, et mégalomane à ma façon, et que je ferais du dégât, j'en sais rien. On entend dire quand même parfois que le pouvoir abîme les gens, quoi. Le trop de pouvoir. Ouais. Fait qu'on perd contact avec la réalité, et donc c'est la raison pour laquelle je crois le mouvement aussi de la transition, il veut relocaliser aussi davantage les choses, avoir le pouvoir moins loin, plus de pouvoir au niveau local, oui. Parce qu'on est plus proche de la réalité, plus proche de la population, et il y a moins de risques de faire des conneries. Ouais. Oui, il y a cette notion d'ambition aussi, enfin l'ambition au niveau local est différente de l'ambition d'un milliardaire, je veux dire, oui. On peut très bien avoir de l'ambition dans les deux groupes, mais le but est différent. Ouais. Et du coup, quand je te dis ralentir, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Quand je donne des conférences, j'aime bien dire qu'il faut accélérer le ralentissement. Bon, il y a le slow mouvement, le mouvement slow qui parle bien de tout ça. Et c'est... En fait, la croissance, c'est une accélération permanente, croissance économique. Le phénomène ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une accélération permanente de tout, en fait, de la productivité au travail, de l'exploitation, etc. Et ça, on doit arrêter, donc on doit ralentir. Et ça veut dire qu'il faut ralentir J'écrivais ça récemment. Et déjà, il y avait eu un rapport Prospérité sans croissance, je crois en 2010. Tim Jackson, c'est un Anglais qui avait reçu commande d'une commission parlementaire voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la situation par rapport au développement durable à l'époque. Et une de ses propositions, c'était tout le monde travaille à temps partiel, à mi-temps, je crois. Plus personne ne travaille plus qu'à mi-temps. En faisant ça, on partage le travail entre tout le monde et on diminue la production. Et donc on crée plus d'égalité et on diminue la production parce qu'en fait on produit trop. Et on doit ralentir la production parce que si on ne... Et à l'époque, il disait on ne fera pas du développement durable si on ne diminue pas la production. Si on ne produit pas moins de biens, etc. Et du coup, pour moi, ralentir, c'est à la fois du coup ralentir l'économie, c'est moins produire. Alors tout d'un coup, ça peut faire peur. Mais comment on fait ? En fait, on consomme tellement de trucs qui ne servent à rien, ou qui vont à la poubelle trop vite, ou qui deviennent des déchets, ou qui remplissent les maisons, mais qui ne sont pas essentiels à nos besoins fondamentaux, qu'on pourrait tout à fait produire beaucoup moins et on ne serait pas plus malheureux. Et donc le but, est-ce que c'est d'être des consommateurs qui font fonctionner un système économique ou d'être des gens heureux ? Moi, je préfère être quelqu'un d'heureux en vivant plus lentement. Donc, ouais. Et donc c'est ralentir les déplacements, c'est ralentir il y a le slow money aussi, ralentir la monnaie, accepter de cultiver à un autre rythme, du coup moins de pesticides, de produits chimiques qui de toute façon empoisonnent les sols et empoisonnent nos corps, en faisant d'autres formes agricoles, d'agroécologie, de permaculture qui peut-être sont dans un autre rythme, mais qui sont plus résilients et mieux pour les écosystèmes. Voilà, c'est énormément de choses. Et en même temps, j'observe que pour des personnes qui, comme moi, essayent de changer les choses, ralentir, alors qu'il y a tant de choses à changer, c'est pas facile, quoi. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses à changer, justement.
Et donc il y a vraiment une espèce d'ambivalence de se dire on est occupé de se bouger, et c'est super enthousiasmant en plus, hein, moi je trouve, quand de se lancer dans ce type de dynamique de projet, on rencontre des gens magnifiques, on crée des projets, on fait des choses qui sont super chouettes, quoi. Et donc il y a un peu un effet d'emballement aussi, de vouloir en faire plus, d'aller plus loin, d'aller plus vite pour changer les choses, alors qu'en faisant ça, on reproduit aussi ce trop vite, et on finit par risquer de s'épuiser en tant que personne, quoi. Donc il y a des paradoxes là-dedans. Mais moi aujourd'hui, j'essaye d'être avec mon corps, hein, d'être dans une dynamique où je sais qu'à certains moments, je dois être capable de tenir bon, de faire beaucoup et d'aller vite, à condition qu'après, il y a un moment où je vais ralentir et récupérer. Et accepter, comme dans les écosystèmes, comme dans les saisons, qu'il y a des moments où ça va être l'automne et l'hiver et je vais ralentir et je vais me reposer. Ici, on est allé aider, comme je l'ai déjà dit, des personnes qui ont vécu les inondations. C'était 3 journées, c'est un travail dur, quoi, hein. J'étais fatigué après. Et donc il y a des jours après où on aurait pu retourner. Et où moi j'ai dit non, moi je reste à la maison, je me repose parce que sinon je vais complètement me brûler, quoi. Je vais m'épuiser et après je vais plus pouvoir faire mon boulot, m'occuper de mes enfants pendant un certain temps parce que j'aurais fait trop. Et il y a vraiment ce risque d'être... il y a un côté adrénaline et excitant et de vivre ça et d'aller aider les gens et de se sentir utile. Mais en fait il y a le risque, si on en fait trop, aussi de s'épuiser, de me dire en fait je peux aider en témoignant de ce que j'ai fait, en mettant des messages sur les réseaux sociaux, en encourageant d'autres à aller à ma place et avoir confiance qu'en fait que d'autres vont y aller. Et moi y retourner aussi, mais aussi me reposer et de rentrer dans quelque chose. Et c'est la même chose pour les projets de transition. À un moment donné, de mettre un coup parce qu'on va planter le verger, il faut trouver les arbres, il faut choisir, il faut aller planter, etc. Et puis, on a fait beaucoup de trucs là, on va faire une pause, on va ralentir un peu, peut-être avoir un peu moins de réunions, faire un peu moins de choses pendant 2-3 mois et après on va recommencer, on va se revoir et on va remettre un coup. Et je trouve que pour les projets de transition, si on arrivait à faire ça, et c'est dur hein, pour les gens et pour les groupes, on aurait peut-être moins de gens qui partiraient et moins de projets qui s'essoufflent. Parce qu'on choisirait en fait consciemment, avant d'être essoufflé, que des gens s'épuisent et du coup quittent un projet parce qu'ils n'en peuvent plus, on aurait peut-être plus de projets qui ont du coup une meilleure résilience et qui tiennent mieux le coup, parce qu'on met dans le rythme le fait qu'on peut ralentir. Pour moi, et j'observe ça dans certains groupes, pas beaucoup, où on peut, à un moment donné, c'est dans la culture de dire là je suis vraiment fatigué, je vais faire un pas en arrière du projet, laissez-moi un peu de temps et je reviendrai. Et c'est accepté, et c'est ok. Il y a des groupes où il y a une espèce de on peut pas faire ça. C'est pas dit, on ne dit pas qu'on peut pas le faire, mais on n'ose pas. Parce qu'on abandonne le groupe. Alors tout le monde va un peu trop loin, et alors on se fatigue, on s'épuise, on est déçu, et alors les autres râlent parce que je viens plus, mais ils nous abandonnent, etc. On est moins nombreux, et on est triste, et pour la dynamique du projet, c'est pas bon. Alors la personne n'ose plus revenir, parce qu'elle s'en veut elle-même, elle culpabilise, et elle a peur de ne pas être bien dans le groupe, et le groupe s'épuise, il n'y a plus rien. Alors que si on apprenait à justement... Moi je ne suis pas d'accord qu'il faut toujours ralentir, parce qu'il y a des personnes qui sont... J'entends parfois des personnes qui disent qu'il faut être tout le temps dans le temps long, dans le temps lent, etc. Et pour moi ça c'est pas juste. Ça c'est l'opposé d'aller tout le temps trop vite. Pour moi, on ne changera pas la situation si on n'a pas la capacité à un moment donné d'y aller et de mettre un coup avec beaucoup d'énergie. Et à côté de prévoir la descente et le repos et la régénération, comme pour les écosystèmes. D'accepter que les écosystèmes peuvent être productifs et qu'ils doivent se régénérer, pour nous c'est la même chose. Et trouver cet équilibre, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Et c'est un apprentissage permanent parce que c'est pas, j'ai pas grandi dans cette... Moi j'ai appris dans mes études à un moment donné à planifier j'ai fait un peu d'études dans la construction aussi avant de faire la psychopédagogie et la psycho. J'ai appris à planifier un chantier. Et sur un chantier, en fait, il faut que les corps de métier se suivent jour après jour pour que les délais soient les plus courts.
Et donc on apprend à maximiser l'utilisation des ressources, etc. C'est ça que j'ai appris moi dans mes études. J'ai appris ça pour mes projets, pour ma vie. Et à un moment donné, je faisais ça de ma vie, je maximisais mon temps et je me reposais jamais, quoi. J'avais toujours un truc à faire. Je me suis épuisé, quoi. Maintenant, j'essaye. Et à certains moments, c'est vraiment de lutter contre mon envie d'y aller, quoi. De dire non, là, tu dois te reposer. Et d'arriver à le dire et que les personnes l'acceptent. Pour moi, ça fait partie d'un changement culturel aussi. Ouais. Finalement, comme si on était sur une autoroute et accepter de faire une pause, quoi, de temps en temps. Ouais. Ouais. Et accepter aussi que parfois, dans certains projets, on pourrait aller plus vite. Mais en allant plus vite, c'est dans l'humain en fait. J'observe que notamment à l'international, mais aussi en Belgique, si on veut aller vite dans le fait de mettre la structure d'un projet et d'avancer, on perd des gens en chemin. Soit parce qu'ils s'épuisent, soit parce qu'ils comprennent pas, soit parce qu'ils sont pas prêts à aller aussi vite, à changer, et ça ils comprennent pas. C'est notamment le cas quand on met en place des gouvernances partagées. C'est un truc, partager le pouvoir autrement, ça va chercher loin en fait, hein, dans le lâcher prise, dans la confiance, il y a plein de choses qui sont travaillées là-dedans. Et il y a des personnes qui sont au départ, qui sont des chouettes personnes dans un projet, etc. Mais qui inconsciemment, parce qu'il y a des ombres, parce que dans leur vie, elles ont toujours eu le sentiment qu'elles n'avaient pas de pouvoir. Moi j'ai remarqué ça, pas assez de pouvoir et elles cherchent à en avoir, etc. Inconsciemment, elles essayent de prendre le pouvoir sur un projet, quoi. Pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'il y a à l'intérieur d'elles des choses qui font qu'elles essayent de prendre le pouvoir pour en avoir, parce qu'elles en ont jamais eu. Et parfois, ça va très loin. Il peut y avoir des dynamiques vraiment pas saines du tout qui se mettent en place, complètement dans l'ombre, dans l'inconscient, quoi. Et des personnes qui sont, a priori, des bonnes personnes qui font des trucs horribles. Et on comprend, et des groupes qui n'arrivent pas à y croire que c'est possible que telle personne a fait ça. J'ai vu ça plusieurs fois. Alors, parce que parfois on va trop vite dans le changement de comment on fait ensemble. Et on fait trop vite confiance, et on partage le pouvoir trop vite, on donne trop de responsabilités à certaines personnes quand elles sont pas encore prêtes, et alors elles font des choses qui sont pas OK. Et donc il y a une nécessité de construire pas à pas, d'avancer, d'aller en formation, pour aller à un rythme où finalement on construit quelque chose de solide, où les personnes sont à un endroit où elles sont prêtes d'être, et pas un endroit qui est trop loin. Sinon il y a des choses qui... Moi je remarque que c'est pas toujours... Il y a cette caricature parfois de se dire faut faire attention à ne pas se faire récupérer par le politique. Et en fait je trouve que parfois dans les projets on est récupéré par notre culture à travers nous-mêmes, quoi. Par des réflexes qui viennent à travers nous et qui sont contre-productifs par rapport au projet et à ce qu'on veut faire, et on ne s'en rend pas compte. Et ça vient à travers les gens qui sont là. Et si on ne prend pas le temps d'avancer à un rythme plus lent, on ne le voit pas et on se plante. Alors que si on prend le temps de regarder, d'avancer vraiment, mais aussi parfois de s'arrêter, de faire le point, de où on en est, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est facile, tiens, en quoi ce qu'on vit ressemble à ce qu'on veut changer dans le monde ou pas, qu'est-ce qu'on doit parfois aller en formation ou aller à des conférences ou lire des bouquins ou, pour prendre du recul et mieux comprendre les phénomènes. Et alors on avance plus loin et plus profondément. C'est aussi... Et voilà, on arrive petit à petit à la fin. Et est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant de clôturer? Il y a plein de choses que je pourrais encore dire. On pourrait encore parler comme ça. On pourrait encore parler comme ça pendant des jours. De la transition, de ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre faire des choses concrètes qui ont un résultat assez rapide, comme planter un arbre, par exemple, comme faire du potager ou
Voilà. Faire des choses concrètes qui ont un résultat plus dans le moyen ou dans le plus long terme, comme créer des coopératives locales qui vont remplacer les supermarchés, créer des dynamiques de ceinture alimentaire pour semer des idées, etc. qui vont être plus... C'est important aussi d'être dans le concret et d'avoir un équilibre entre tout ça et les moments de je me repose, je prends du temps pour prendre du recul, individuellement et collectivement, et les moments où on va s'observer soi-même dans ce qu'on fait pour prendre du recul. Est-ce qu'on est vraiment occupé de changer les choses? Est-ce qu'on est occupé de faire autre chose que de surexploiter ou pas? Tiens, quand on fait ça, est-ce qu'on n'est pas occupé de reproduire un mécanisme? Tiens, là, dans ce projet-là, est-ce qu'on n'est pas occupé au niveau pouvoir de faire un truc qui n'est pas tout à fait du pouvoir partagé et oser, avec courage, de se regarder, de se dire « Ah oui, là je me suis pas rendu compte, mais j'ai fait un truc qui n'était pas OK » et apprendre ensemble. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre le faire, l'être, et le non-faire, le se reposer. Et je trouve que un exemple facile par rapport à ça, je trouve, c'est quand on observe et qu'on entend certains sportifs professionnels, même si je suis pas pour le côté sportif professionnel et tout l'argent qu'il peut avoir là-dedans, mais dans la dynamique période d'entraînement intense, compétition, on est à fond, et puis moment de repos parce que sinon on va se blesser. Et on va pas tenir le coup dans la durée, donc des périodes de repos, de prendre soin du corps, mais aussi l'entraînement mental, etc. C'est tout un ensemble de choses qui vont faire qu'un sportif va être performant à un haut niveau. Et je trouve que changer le monde, à partir du niveau local, mon ambition c'est pas de changer le monde sur toute la planète, moi je suis pas assez grand et fort pour ça, mais changer les choses à partir du niveau local, tous ensemble on pourrait être assez fort pour ça. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est de rentrer dans une dynamique où je vais réfléchir, ok, comment je fais pour être performant et être compétitif, entre guillemets, même si c'est pas des mots de la transition, mais dans le fait de changer les choses. Et ben pour faire ça, il faut faire, parfois être, parfois se remettre en question. C'est de la transition dans le concret, mais aussi de la transition intérieure, c'est de l'individuel, c'est du collectif. Et prendre conscience de ça, et du coup se dire, pour y arriver, on va avoir besoin de réfléchir et d'avoir une stratégie vraiment, et pas de foncer tête baissée, quoi, à travers tout. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire moi, et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers les formations, tout en étant humble dans le fait que j'ai pas la prétention d'y être arrivé pour moi. Et j'essaye, quoi. Et je sais pas si quelqu'un y est arrivé, en fait, mais j'essaye. Et voilà. et je pense que là-dedans, il y a plein de découvertes passionnantes. Il y a une reconnexion, parce que le moment où je ralentis, c'est de la reconnexion à soi, c'est se découvrir, c'est grandir, et donc c'est chouette en fait de faire ça, c'est de la croissance personnelle. Et puis les moments où on va faire du concret, créer la coopérative, planter des arbres, avoir un collectif qui est dynamique, etc., c'est hyper passionnant, immobilisateur. Donc il y a une variété d'expériences incroyables à vivre là-dedans, quoi. Et puis aussi des moments difficiles. Là, on voit la catastrophe, c'est facile de parler de ça parce que c'est maintenant ces inondations, mais à l'autre bout du monde, c'est des incendies, à d'autres endroits, c'est des sécheresses. On va devoir apprendre à vivre avec ça, et donc aussi à vivre avec comment on traverse ces moments difficiles, en gardant l'énergie, en se préservant, en préservant le lien avec les autres, parce que cette solidarité qu'on observe là actuellement, c'est beau, ça donne de l'espoir, et on va en avoir besoin, parce que les incertitudes, et je veux dire, les gens qui ont vécu les inondations ici parfois 2-3 fois, parce qu'il y a eu, c'est 3 fois qu'il y a eu des trucs comme ça. Il y a eu les grosses inondations, mais une semaine avant, il y avait déjà eu des inondations, ou des coulées de boue, et puis une semaine après, ça recommence. On est devant... là, ça ne veut pas dire que ça va être toutes les semaines maintenant, mais je veux dire, au niveau de la planète, c'est fréquent qu'il y a des petites catastrophes liées au changement climatique. Donc,
apprend à trouver la passion, le bonheur, l'enthousiasme dans la transformation du mode de vie avec les difficultés qu'on va avoir. Voilà, c'est ça la transition. Parce que c'est vrai qu'on parle de changement radical, mais ça peut paraître contraignant, le changement radical, mais essayer de trouver de l'enthousiasme à changer radicalement. C'est ça. Pour moi, cet enthousiasme, je le trouve. Donc, et d'ailleurs, je le trouve plus là que dans le fait d'oublier qu'il faut faire de la transition et de vouloir... moi, j'ai passé un cap, toute cette consommation, etc. Bon, ça me donne de la nausée aujourd'hui. Donc, je ne veux plus participer à ça de cette façon-là, même si, en habitant sur cette planète, pour vivre, je dois aller faire des courses, etc. J'ai pas une empreinte zéro. En vivant en Belgique, si je vivais au milieu de l'Amazonie, peut-être je pourrais avoir une empreinte zéro. En Belgique, c'est assez compliqué quand même. Et peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une empreinte zéro en Belgique. J'espère que oui. Ah oui. En vivant vraiment très simplement. Ouais. Et je pense que si on veut, faut pas se culpabiliser non plus par rapport à ça. Parce que si je veux être une personne qui aide d'autres à rentrer dans le changement, il faut que je sois pas trop éloigné d'eux non plus. Oui. Si j'avais une empreinte zéro et que je vivais dans mon truc, à manger que ce que je produis et que je serais hors du monde et pour les gens qui me voient arriver, je serais un malade. Pour la plupart d'entre eux, un truc qui est impossible à atteindre. Moi, j'essaie de montrer la voie par un premier pas qui peut être petit, quoi. Donc, je veux pas être culpabilisant pour les autres. Chacun démarre là où il est, là où elle est. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'est un bon mot de la fin. Mais... Oui, en tout cas, un très grand merci. Je suis honorée par cet entretien. Voilà, merci.